Je vous parle aujourd'hui du mythe de la machine dans le roman français du XIXe siècle. Mon but, pour un sujet qui est extrêmement vaste et que je vais essayer de réduire autant que possible, c'est d'étudier les conséquences que les progrès techniques au cours du XIXe siècle ont entraînées dans les modifications de la littérature française et en particulier du roman. Pour ça, il faut que je revienne sur les origines un petit peu de ce qu'on pourrait appeler les noces de la littérature et de la technique. Ces origines, elles remontent à la seconde moitié du XVIIIe siècle et elles remontent à l'Angleterre, qui a été le premier pays de ce qu'on pourrait appeler l'industrialisation moderne, avec le développement des grandes usines textiles, avec les premières apparitions de la machine à vapeur et de la locomotive. Ça s'est passé en France dans la première moitié du XIXe siècle, donc assez vite après, et ça s'est fait assez rapidement. C'est-à-dire que on a vu dans le paysage, disons, français, apparaître de grandes usines, des gares, des chemins de fer, toute une sorte de modification assez brutale de ce qu'on pourrait appeler les habitudes au fond de la population française qui se trouvait encore assez proche de ses origines paysannes et naturelles. On voit se développer de grandes usines, des usines métallurgiques, des forges, comme les forges d'Indray, les forges du Creusot, les forges d'Audincourt, qui vont donc, pendant le XIXe siècle, devenir véritablement de grands sites de l'industrie française. On voit se développer les premières lignes de chemin de fer après 1830. La première, c'est celle de Paris au Pec, qui est ouverte au public en 1837. La seconde, c'est celle de Paris à Versailles en 1840. Et à peine était-elle ouverte en 1842 que intervenait la première grande catastrophe ferroviaire française, celle de Meudon, le 8 mai 1842, 55 morts, dont le fameux Dumont d'Urville, qui était un des grands explorateurs français de l'époque, découvreur de la Terre Adélie dans l'Antarctique, explorateur de l'Océanie. Donc, un grand retentissement, évidemment, beaucoup d'angoisse et une sorte de méfiance qui va se développer vis-à-vis de la technique dans le grand public à partir de ce moment-là, et pas seulement dans le grand public, puisque Vigny, dans La Maison du Berger, fait allusion à cette catastrophe sur le taureau de fer qui fume, souffle et beugle l'homme à monter trop tôt. C'est un peu le sentiment de beaucoup des Français de l'époque. Donc ça fait à la fois, ça intéresse, on est quelquefois même admiratif devant ces choses nouvelles, mais ça fait peur aussi. À côté de ces origines techniques, il y a des origines esthétiques. Là, je n'ai pas le temps de m'attarder trop, mais quand même il faut en dire deux mots, puisque on voit se développer à partir, disons, des années 1840, une nouvelle esthétique, une nouvelle conception de la beauté, qui n'est plus la beauté classique, la beauté éternelle, immuable depuis les Grecs, mais une beauté moderne, liée à l'époque, changeante à travers le temps, et porteuse, disons, d'une nouvelle sensibilité qui n'est plus seulement celle de ce qu'on pourrait appeler les grandes formes de l'Antiquité gréco-latine, mais qui s'intéresse aux changements modernes, à la vie moderne, et le grand théoricien, c'est évidemment Baudelaire, mais je n'en parlerai pas beaucoup parce que Baudelaire ne s'est pas intéressé à la technique. Mais on voit apparaître, dans la poésie d'ailleurs avant le roman, des tentatives pour essayer de célébrer cette beauté nouvelle de la technique, de la machine, de tout ce qui tourne donc autour de l'industrie et de l'objet technique. En particulier, donc, cet ami de Flaubert qui s'appelle Maxime Ducamp, qui n'était pas un grand écrivain, mais qui a son importance dans l'histoire littéraire, publie en 1855
les chants modernes, qui sont un éloge de la vie, justement, telle que la technique peut la changer, avec un poème sur la locomotive, un autre sur la bobine, etc. Tout ça ne va pas bien loin, ça n'est pas très beau, disons, mais c'est intéressant du point de vue historique, puisque ça marque un intérêt nouveau. Dans le même sens, le dernier poème de la légende des siècles de Victor Hugo, Pleine mer, plein ciel, célèbre aussi le navire aérien, le progrès, une sorte d'avenir radieux permis justement par une technique nouvelle. Et puis, donc, troisième condition quand même pour que ce mythe de la machine se développe dans la littérature française, il faut une rencontre entre l'objet technique et l'esthétique réaliste. C'est-à-dire que c'est à partir de 1850-60 en gros, et dans le roman qu'on va trouver vraiment une image complète, variée, profonde de la machine et de tout l'univers technique en général. C'est intéressant parce que l'esthétique réaliste est une esthétique d'ouverture maximale du champ littéraire, et en particulier du champ romanesque. Tout doit être montré, tout doit entrer dans le domaine du roman, même ce qui auparavant en était banni, c'est-à-dire la folie, la maladie, la sexualité, etc. Le roman réaliste, tel qu'il va être théorisé à partir des années 1850 par Champfleury, et puis ensuite repris évidemment par Zola, qui est le grand théoricien du réalisme romanesque, sous le nom de naturalisme, c'est la même chose en fait. Il s'agit à ce moment-là de tout dire. Le roman adulte peut tout dire. Donc il va dire aussi cette chose totalement étrangère à ce qu'on pourrait appeler les habitudes mentales du grand public cultivé de l'époque, il va dire aussi la technique. Et il y a là quelque chose qui est tout à fait nouveau, c'est dans le roman que la machine va, au fond, devenir ce qu'on pourrait appeler une image adulte, une image littéraire adulte, c'est-à-dire complète dans tous ces domaines. Alors, ça veut dire, il faut bien voir, que cette visée réaliste de la technique et de la machine ne sépare pas ce qui est de l'ordre de la représentation objective et ce qui est de l'ordre de l'imagination. Les deux vont ensemble. La machine sera considérée à la fois comme objet réel et à la fois comme objet littéraire, comme objet fantasmé. Il y a là quelque chose de tout à fait fondamental à garder en mémoire pour comprendre ce que va devenir le mythe de la machine dont nous parlons. Alors, il faudrait voir rapidement quels sont les types de machines représentées dans le roman réaliste, à partir disons de Zola, qui est quand même le grand écrivain de la machine, mais il n'est pas le seul, loin de là. Quelles sont les grandes catégories qui sont représentées? Ce sont celles qui sont typiques de ce qu'on appelle le premier âge industriel, c'est-à-dire celui de la machine à vapeur, celui du charbon, celui du fer, et par conséquent, il y a là quelque chose qui n'est plus véritablement, ne correspond plus véritablement à notre conception de la technique, qui est beaucoup plus neutre finalement, beaucoup plus abstraite, alors que pour les lecteurs et le grand public du XIXe siècle, la technique était quelque chose d'extrêmement concret et par conséquent à la fois de fascinant et de menaçant. Alors, les trois grands types d'univers techniques représentés, je passe rapidement, ce sont la mine, l'usine métallurgique et le chemin de fer. Ce sont les trois domaines dans lesquels le roman va en quelque sorte se déployer. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que Zola a traité chacun de ces domaines. La mine, évidemment, dans Germinal en 1885, la métallurgie dans un roman qu'on ne lit plus guère maintenant, qui est postérieur au Rougon-Macquart,
qui est Travail, qui date de 1901, mais qui est un roman tout à fait intéressant, c'est un roman utopique qu'on peut encore lire, et Le chemin de fer, bien sûr, dans la bête humaine, qui date de 1890, et qui est à la fois une sorte d'éloge de la locomotive et de manifestation effrayante de ses excès. Donc il y a là, évidemment, un romancier majeur qui est Zola, qui embrasse tout le grand secteur de l'activité technique au XIXe siècle. Mais il n'est pas le seul. Pour la mine, je pourrais vous citer énormément de romans. Il y en a un quand même qui est intéressant, c'est Les Indes noires de Jules Verne, qui se passe en Écosse, mais il y en a infiniment d'autres. Pour la métallurgie, un roman de Daudet qui s'appelle Jacques, et donc tout un épisode se passe aux forges d'Indray, à côté de Nantes. Pour le chemin de fer, là il y a beaucoup de romans, mais qui sont quand même assez médiocres. Un roman qui s'appelle Le Train 17 de Jules Clarty, qui a été un des grands administrateurs du théâtre français de l'époque, et qui s'est intéressé aussi au drame ferroviaire. Ce qui domine, évidemment, c'est la machine à vapeur, et dans la machine à vapeur, la locomotive, qui est véritablement la seule machine que tout le monde peut voir, parce qu'elle est à l'extérieur. Les autres sont dans les usines, donc il n'y a que les techniciens, les spécialistes, les ouvriers qui peuvent les voir. Mais la locomotive, elle est partout, elle s'impose. Le chemin de fer se développe terriblement vite jusqu'en 1914, et par conséquent, il y a là un objet que tout le monde connaît. Alors, ce qui est frappant, et ce qui fait de la locomotive un objet fantasmatique, beaucoup plus évidemment que les TGV ou que les machines électriques, c'est qu'elle est spectaculaire. C'est un corps. Elle a une taille gigantesque, une masse écrasante, elle souffle, elle râle, elle envoie des vapeurs, envoie les flammes du foyer, et puis, comme dit Zola, elle court, elle est rapide, elle est irrépressible, elle écrase, elle est dangereuse. Donc, il y a là un objet extraordinaire. La locomotive à vapeur, encore maintenant, est un objet fascinant. Malheureusement, c'est un objet qui a disparu de nos spectacles quotidiens, maintenant remplacés donc par des boîtes sans grand intérêt imaginaire. Le mythe de la machine dont je vous parle passe évidemment surtout par la locomotive, mais pas seulement. Alors, ce qu'il faudrait voir maintenant, c'est comment les romanciers se sont débrouillés avec cet objet. C'est-à-dire comment, par quel procédé littéraire ils ont cherché à le représenter. L'expression stylistique de la machine, ça mériterait toute une autre conférence, mais on peut en dire deux mots quand même. Elle se manifeste de deux façons. D'abord, de deux façons opposées. D'abord par une grande pauvreté du lexique proprement technique. Il est évident que les romanciers n'y comprennent pas grand-chose et qu'ils n'ont pas une grande connaissance de ce qu'on pourrait appeler le développement technique des machines. Même quelqu'un qui est censé être un des grands laudateurs de la technique moderne, et qui est Jules Verne, si on regarde dans 20 000 lieues sous les mers comment fonctionne le Nautilus, on est étonné de voir la pauvreté des explications techniques de Verne. Verne reste très prudent. Quand il explique donc que c'est un moteur électrique, il parle d'éléments Bunsen qui sont à ce moment-là, donc effectivement les piles les plus performantes, et il dit « ces éléments sont forts et grands ». Et une fois qu'il a dit ça, il a tout dit et ça s'arrête là. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il n'a pas la formation technique nécessaire pour aller plus loin. Mais il n'y a pas que ça. Il y a que, au fond, personne n'y comprend rien du point de vue technique. C'est-à-dire que c'est exactement comme maintenant, qui sait comment fonctionne un ordinateur, qui sait comment les robots et tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle peuvent se développer? Personne, sauf les spécialistes.
au XIXe siècle, c'est la même chose. Mais, au fond, il y a des possibilités de représenter cette ignorance, si on peut dire, en montrant que c'est l'état d'esprit de tous les gens qui sont confrontés à la technique à cette époque-là. Il y a un passage de Maupassant très intéressant dans Une vie, où Jeanne, l'héroïne, doit prendre le train pour aller à Paris. Donc elle attend le train dans une petite gare de Normandie. Elle ne l'a jamais pris, évidemment, elle est avec sa bonne, qui est aussi effrayée qu'elle. Et alors voilà le train qui arrive, et voilà comment Maupassant le décrit. Il parle, au lieu de rail, de ligne de fer. Il parle, au lieu de train, d'une lourde chaîne de petites maisons roulantes. Il parle, au lieu de wagons et de compartiments, de cases. C'est-à-dire que tous les mots sont des mots impropres, mais en même temps, ils sont vraisemblables pour représenter l'ignorance, l'effroi, l'inquiétude de cette femme qui va prendre quelque chose qu'elle ne connaît pas, qui va monter dans quelque chose d'inquiétant, et par conséquent, il faut apprivoiser cet objet insaisissable par les moyens d'un style qui est nécessairement impropre. Donc il y a là un élément qui est un élément de vraisemblance psychologique. Mais si l'expression, disons, proprement technique est pauvre, en revanche, la transformation imaginaire est extrêmement riche. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, évidemment. La pauvreté du lexique technique est compensée par une extrême richesse des métaphores. Alors là, il faudrait encore développer beaucoup, je n'ai pas le temps. Là encore, elles sont de 3 ordres, mais liées très profondément. Et je crois que ce qui les relie, toutes les 3, c'est l'idée d'animalité. La machine est immédiatement considérée comme vivante, parce qu'elle bouge, parce qu'elle avance, parce qu'elle a des bras, elle est un corps d'une certaine manière. Mais elle est un corps animé, comment dirais-je, animalement, sauvagement. Je vous ai cité Vigny tout à l'heure à propos de la catastrophe de Meudon, sur le taureau de fer, etc. Donc, la locomotive est immédiatement animalisée. Elle est taureau de fer. Elle est objet hybride, à la fois technique par le fer, animal par la ressemblance avec un taureau. Donc, les images du taureau, du bœuf, du cheval, du sanglier, de l'éléphant sont extrêmement nombreuses pour décrire la locomotive. Et ce qu'elles évoquent, c'est à la fois une vitalité animale hyperbolique, pourrait-on dire, excessive, et puis une sauvagerie, donc un danger. Et ce danger, il aboutit à une deuxième métaphore, mais qui est profondément liée à celle de l'animalité, qui est celle de la monstruosité. La machine est nécessairement monstrueuse. Elle est géante, elle est mastodonte, elle est cyclope, elle est léviathan, mammouth, etc. On a constamment ce type de référence à une sorte de monstruosité animale, souvent liée à un archaïsme, le léviathan, le mammouth, etc. Elle vient du fond des âges, cette machine. C'est ça qui est terrible. Et par conséquent, comme elle est considérée comme un corps agressif, comme un animal menaçant, elle devient liée à tout un fond légendaire qui vient de très loin, qui vient de bien plus loin évidemment que la naissance, que du développement de la technique, et qui est lié à des angoisses profondément liées à l'enfance, et elle devient, et c'est une expression de Zola à propos du grand magasin qu'il considère comme une machine, on le verra, elle devient l'ogre des contes. Elle dévore. Elle est dévorante, aussi bien le train que la mine. Je vous rappelle que la mine de Germinal s'appelle le Voreux, qu'elle avale les mineurs d'un coup de gosier facile, dit Zola. Le grand magasin dévore aussi, au Bonheur des Dames. Il dévore les femmes, il tire de la chair des femmes l'or, dit Zola, c'est une opération à la fois physique et alchimique, il dévore les femmes pour en tirer l'or,
De la même façon, le train dévore, lui aussi, on le voit bien dans la bête humaine. Et dans le travail, roman métallurgique, les fours sont considérés aussi comme dévorants. Donc il y a là tout un réveil d'angoisses très anciennes qui sont liées à des croyances légendaires. Et par conséquent, on voit très bien où ça nous mène. Quand on considère que la machine est un corps énorme, un corps menaçant, eh bien ce qui arrive au bout, au fond, ce sont les métaphores érotiques. Elles sont très nombreuses en ce qui concerne la machine. La machine est un ventre, bien souvent. Non seulement parce qu'il avale, qu'il digère et qu'il rejette, mais parce que, d'une certaine manière, il est sexualisé. Dans la bête humaine, la Lison, qui est la machine de Jacques, le mécanicien de locomotive, est immédiatement féminisé. Vous savez que Jacques souffre d'une sorte de maladie il ne peut pas, au fond, faire l'amour sans vouloir tuer la femme avec qui il se trouve, et par conséquent, il est obligé donc de reporter toute sa sexualité fantasmatique sur sa locomotive. Il la frotte, il la fait reluire, etc. Il y a toutes sortes de métaphores qui sont évidemment des métaphores de type sexuel, mais on le trouve dans beaucoup de machines imaginaires, comme par exemple le grand magasin Au Bonheur des Dames, qui est une sorte de mécanique à plaisir pour les femmes qui viennent acheter compulsivement et qui donc développent une sorte de libido achetante, si on peut dire, que favorise justement le fonctionnement du grand magasin. On le voit de la même façon en ce qui concerne la bourse, qui est elle aussi une sorte de machine libidinale qui fabrique non seulement de l'argent, mais une sorte de désir qui attire le désir de tous les gens qui achètent de l'universel, qui sont lancés dans une sorte d'économie libidinale, comme on dira plus tard, qui jouissent véritablement de l'argent que la bourse leur fait gagner. Alors, à ce moment-là, on voit bien que c'est ce que une thèse ancienne, qui est la thèse de Marc Barolli sur le chemin de fer dans la littérature montre bien, c'est qu'à un moment, la machine est tellement riche d'implications imaginaires qu'il en reverse sur des objets qui, à l'origine, ne sont pas véritablement des objets mécaniques, mais qui le deviennent par une sorte d'analogie. Par exemple, les halles dans le ventre de Paris sont considérées par Zola comme une machine. Pourquoi ? D'une part parce qu'elles sont en fer et que par conséquent elles se rapprochent évidemment du corps métallique des machines, mais aussi parce qu'elles fonctionnent comme des machines. Elles ont un fonctionnement complexe et ce fonctionnement est un fonctionnement qui est immédiatement considéré comme mécanique. Même chose pour le grand magasin, même chose pour la ville de Paris, qui est très souvent considérée comme une machine par Zola, mais pas seulement par lui, parce que Paris est une mécanique complexe qui fonctionne donc pour produire un certain nombre d'objets, on verra lesquels, qui a une signification à la fois sociale et politique et historique même, et qui par conséquent devient une sorte de machine. Alors à ce moment-là, si on continue dans cette voie, il faudrait passer de ce qu'on pourrait appeler proprement la technique à un au-delà de la technique, que j'ai appelé dans l'étude que j'ai consacrée au thème de la machine dans ma thèse, le métatechnique, mais je crois que c'est un terme un peu barbare, mais il n'y en a pas tellement d'autres. C'est-à-dire que le champ du technique se prolonge ses effets dans un au-delà de la technique où les machines métaphoriques produisent quelque chose qui n'est plus un objet ou des objets de type technique, mais d'une manière beaucoup plus générale et profonde, des objets qui appartiennent à
un domaine qui est au-delà du technique. Je prends des exemples pour mieux me faire comprendre. Si on prend la ville de Paris, très fréquemment assimilée à une machine. Mais une machine, c'est fait pour fonctionner. Et au-delà du fonctionnement, c'est fait pour produire. Alors, que produit Paris? Eh bien, Paris produit de l'histoire. Paris produit l'avenir. Paris, nous dit Zola, mais il n'est pas le seul, est une ville forge. Et elle forge l'avenir. Ça, c'est vraiment une des grandes images de Paris dans tout le XIXe siècle. Il y a une très belle thèse de Pierre Citron qui s'appelle La poétique de Paris, à l'époque romantique, et qui, dans le catalogue des images de Paris, reprend de très nombreuses images que je pourrais qualifier de métatechniques. Paris, c'est là, comme dit Zola, la ville forge qui produit l'avenir. Mais si on prend le grand magasin, qu'est-ce qu'il produit? Il produit de l'or, évidemment. Il tire l'or de la chair de ses clientes. Si on prend les halles, que produisent les halles? Elles produisent quelque chose de tout à fait singulier et intéressant. Elles produisent, si on peut dire, de l'aliénation politique, pour Zola. C'est-à-dire qu'elles produisent de la nourriture. Et cette nourriture, elle est faite pour gaver le peuple de Paris. Et pendant que le peuple de Paris digère, il ne pense pas à faire la révolution. Et par conséquent, il se soumet à l'oppression, au pouvoir impérial. Et Zola le montre très bien, au fond. Il parle de la ville satisfaite et digérant. En parlant de Paris, Paris est en quelque sorte endormi par la nourriture que les halles lui apportent. Si on prend l'alambic, par exemple, dans l'Assommoir, c'est la même chose. Et l'alambic fabrique, lui aussi, quelque chose qui est l'aliénation politique. Il fabrique de l'ivresse pour les ouvriers, et pendant que les ouvriers sont ivres, ils ne pensent pas à se révolter. Donc il y a là quelque chose qui est très symboliquement extrêmement fort, et qui dépasse évidemment le technique proprement dit, et qui aboutit donc à quelque chose que j'ai appelé métatechnique, et qui étend son domaine d'expansion dans les domaines de l'histoire, de la société, de la politique. Alors, on peut encore aller plus loin. Il existe toute une série de machines qui ne sont plus, qui restent des objets techniques, mais qui ne sont plus liés à ce qu'on pourrait appeler un souci de représentation réaliste. C'est-à-dire qui deviennent de pures machines imaginaires. Et ça va se développer au XXe siècle, ça intéressera beaucoup les surréalistes, et ça s'est développé encore jusqu'à nos jours, l'idée que, au fond, la machine peut se libérer de tout ce qui serait une objectivité de type réaliste, pour développer alors, à ce moment-là, un imaginaire pur. Je prendrai deux exemples. D'une part, dans 20 000 lieues sous les mers, l'exemple du Nautilus. Je ne sais pas si vous lisez encore 20 000 lieues sous les mers. Si vous ne le lisez pas, vous avez tort, parce que c'est un des grands romans du XIXe siècle français. C'est un des plus riches, c'est un des plus fascinants. Il est véritablement inépuisable. Mais je m'intéresserai seulement au Nautilus. Le Nautilus, vous le savez, est un sous-marin. C'est, nous dit Jules Verne, un chef-d'œuvre de l'industrie moderne. Il est mu par l'électricité, il est évidemment infiniment plus puissant que les quelques sous-marins qui existent à son époque et qui lui servent de modèle. Il est plus rapide, il est absolument inaccessible à toute forme de puissance extérieure, il échappe aux navires qui le poursuivent, il est insaisissable, mais il est beaucoup plus que ça. C'est un palais sous-marin. C'est-à-dire que Jules Verne s'est véritablement plu à décrire une perfection qui est non seulement une perfection technique, mais une perfection esthétique. À l'intérieur, il y a un immense salon avec un orgue, avec des tableaux, des objets d'art, des vitrines qui contiennent tous
les chefs-d'œuvre de la nature que Nemo est allé chercher au fond des mers, des perles, des coquilles rares, toute une sorte de musée ou de muséum, c'est les deux à la fois, qui est inégalable, évidemment, incomparable avec tous les muséums de la terre ferme. Et puis, il y a dans le Nautilus une bibliothèque de 12 000 volumes qui concentre tout ce que l'humanité a produit depuis les origines. Et puis, il y a dans le Nautilus un orgue, il y a une cuisine extraordinaire avec des mets qui viennent tous de la mer mais qui sont succulents. Il y a donc toute une sorte de plaisir, et plus que de plaisir, de jouissance véritable de ce qu'on pourrait appeler un luxe parfait, qui est à la fois celui de la machine idéale, extraordinaire, et à la fois celui de tout ce qu'elle contient comme chef-d'œuvre de l'art, de la littérature et de la nature. Tout cela est mêlé dans une sorte d'objet absolument extraordinaire, incomparable, unique dans toute l'histoire de la littérature. Je prendrai un deuxième exemple qui est celui de L'Ève future, qui est un roman de Villiers de l'Isle-Adam, qu'on ne lit guère, mais qui est aussi un très grand chef-d'œuvre, et que je vous conseille, même s'il est d'un abord quelquefois un peu difficile. L'Ève future date de 1886. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, qui est compliquée, mais il faut dire quand même l'essentiel, qui est que le héros de ce roman est l'inventeur américain Edison, qui est donc un personnage réel, et Edison a pour ami un lord anglais, parfaitement beau, parfaitement noble, aristocrate typique, et ce lord est amoureux d'une femme qui est à la fois parfaitement belle et en même temps parfaitement indigne de son amour, parce qu'elle est vulgaire, parce qu'elle est sotte, parce qu'elle est décevante, comme dit Villiers. Et par conséquent, Lord Ewald, c'est son nom, va trouver Edison, et Edison, constatant donc le désespoir absolu de son ami, lui propose de lui fabriquer une femme artificielle qui serait le double exact de la femme qu'il aime, moins, dit Edison, l'âme dont elle est affligée, c'est-à-dire une femme vile, au fond, qui ne serait que le corps parfait, que la réplique parfaite de la femme aimée. Et c'est ce que Edison va faire. Et il va donc reproduire cette femme qui vient, qui est là, qui croit qu'elle pose, elle est stupide, elle croit qu'elle pose pour sa propre statue, donc elle se laisse en quelque sorte copier complètement, parfaitement, et Villiers nous détaille tout le processus de la reproduction, et puis, voilà, c'est parfait, mais à ce moment-là, il va falloir que cette machine fonctionne. Pour la faire fonctionner, Edison propose donc un mécanisme absolument vertigineux qui est que Lord Ewald projette dans cette forme vide toute l'énergie de son désir et qu'il anime cette machine idéalement par la force même de l'amour qu'il éprouve pour Alicia, donc la femme réelle, qu'il va projeter cette fois dans la forme vide. Ce qui est évidemment totalement intenable du point de vue, comment dirais-je, psychique. On ne peut pas, ou alors ce serait une tension psychique telle qu'elle aboutirait évidemment de la part de Lord Ewald à une sorte d'épuisement rapide. Donc, Villiers imagine une solution qui est une solution occultiste. Il imagine qu'un esprit venu des limbes du monde extérieur, qu'il appelle Sowana, que cet esprit, qui est avide de revenir à la vie, cet esprit va se projeter dans la forme vide et va l'animer. Et ainsi, la machine va devenir animée à la fois par le désir de Lord Ewald et par l'esprit revenu de l'outre-monde, comme dit Villiers, elle va s'animer.
et elle s'anime dans une scène extraordinaire qui se passe par un soir d'éclipse, où Lord Ewald va prendre d'abord la machine pour la femme réelle. Et il va être saisi d'un retour d'amour pour la femme réelle, et il va dire qu'est-ce que c'est que ce rêve absolument dément que j'avais fait. Toi, tu existes, toi, tu es vivante, toi, tu es belle. Et donc, il va, en quelque sorte, nier la tentative d'Edison jusqu'au moment où la femme lui dit « Ami, ne me reconnais-tu pas? Je suis Adali. » Adali, c'est le nom de la femme machine. Et à ce moment-là, donc, le jeune lord se sent, comme dit Viguier, insulté par l'enfer. Il a un moment de révolte extraordinaire, et puis il se soumet et il accepte la femme artificielle, que à la fois la science et la technique d'Edison et en même temps l'énergie de l'esprit d'outre-monde lui ont donné. Bon, malheureusement, tout ça se termine très mal, parce que Lord Ewald, qui est anglais, ramène cette femme artificielle chez lui, en Angleterre. Malheureusement, le navire brûle et fait naufrage. Adali, donc la femme artificielle, disparaît, en même temps d'ailleurs que son modèle réel, qui était aussi dans le bateau. Et donc, Lord Ewald, rescapé, lui, de la catastrophe, demeure inconsolable, et on sent bien qu'il va être voué au suicide. La dernière dépêche de Lord Ewald à Edison: Ami, c'est de Adali seul que je suis inconsolable, et je ne prends le deuil que de cette ombre. Donc il y a là, évidemment, on est bien loin des locomotives ou des machines du premier âge industriel. On est passé dans quelque chose qui est l'imaginaire pur, qui est donc tout ce que l'objet technique peut apporter à l'imagination des hommes, et en particulier des écrivains, et qui dépasse de beaucoup, évidemment, l'univers proprement industriel et technique. Mais tout cela nous amène, évidemment, à quelque chose qui est dangereux et qui est un châtiment. Parce que cette technique, pourrait-on dire, portée à son comble, cette technique devenue à la fois toute puissante et d'une certaine manière créatrice à son tour à l'image de Dieu, cette technique est profondément transgressive et doit être châtiée. La machine, quand elle est parfaite, doit être détruite. Le Nautilus se détruit dans le Maelstrom à la fin du roman. Bon, même si ensuite Jules Verne le fait reparaître dans l'île mystérieuse, mais à ce moment-là, ça n'est plus le même. Il est immobilisé, il ne peut plus sortir de la crypte où il a été enfermé, et par conséquent, il n'a plus aucune valeur, disons, imaginaire. L'aide future, machine transgressive, sera elle aussi détruite. Il y a au bout de tout ce qu'on pourrait appeler cet orgueil de la transgression, un châtiment. Tous les produits de la technique humaine doivent être, d'une certaine manière, considérés comme dangereux. Donc, et c'est là qu'on entre véritablement dans le mythe, c'est-à-dire qu'on a là une image des produits de la technique, qu'il s'agisse de la technique industrielle, disons primaire, primitive comme la locomotive, ou qu'il s'agisse de chefs-d'œuvre de l'industrie moderne comme le Nautilus, ou la femme artificielle, l'androïde de l'ère future, ce sont des produits à la fois admirables et dangereux. Ils produisent à la fois la fascination et l'effroi. Et par conséquent, il y a là, dans le mythe de la technique tel que la littérature le développe, une ambiguïté profonde. La machine exalte l'orgueil humain, elle donne à l'homme des pouvoirs créateurs qui ne sont dévolus qu'à Dieu, et par conséquent, elle est transgressive, elle est satanique, elle doit être châtiée. Alors, je n'ai pas le temps de développer tout cela, mais il y aurait, me semble-t-il, beaucoup à dire là-dessus. Si on revient
à 20 000 lieues sous les mers. 20 000 lieues sous les mers est un roman qui passe de la clarté heureuse du début à l'assombrissement de la fin, qui est donc couronné par ce que Jules Verne appelle une hécatombe, c'est-à-dire que le Nautilus coule un navire ennemi, on ne sait pas exactement lequel, parce que Hetzel, l'éditeur, ne l'a pas permis, mais il devient à la fin un pur instrument de mort. Donc il doit être évidemment détruit, il va disparaître dans le maelstrom. Chez Zola, on a la même obsession de ce qu'on pourrait appeler la mort des machines. Les machines chez Zola sont à la fois un instrument de mort et des machines vouées à mourir. Si vous prenez la mine le Voreux dans Germinal, qui est symbolisée par cette énorme machine de la pompe d'épuisement, avec son grand levier, avec son bruit, ses souffles, ses râles, eh bien, cette machine va mourir. Elle va, dans la grande catastrophe minière provoquée par Souvarine, par l'anarchiste, on va la voir mourir. On va la voir lever, comme dit Zola, son genou de géante. Elle tend en quelque sorte un bras au moment où elle va s'engloutir dans le sol. La bête humaine, c'est la même chose. La locomotive va mourir. Elle va mourir une première fois parce qu'elle est engloutie dans la neige. Elle va mourir une deuxième fois parce qu'elle va se fracasser contre le fardier, cette espèce d'énorme camion qui porte 2 rochers et que Flore, dans sa jalousie, va immobiliser sur la voie. Donc, elle se détruit aussi. On pourrait voir bien d'autres catastrophes chez Zola. Elles sont, c'est ce que Zola appelle l'obscur plaisir de se créer des catastrophes. Il le dit à propos d'une nouvelle qui est tout à fait intéressante qu'il a écrite et qui s'appelle La mort d'Olivier Bécaille et qui imagine donc que Olivier Bécaille est un enterré vivant qui va sortir de sa tombe et que plus personne ne reconnaît. Et à un moment, quand il est dans sa tombe enfermé, il a une sorte de cauchemar, il rêve qu'il est dans un train, dans un tunnel, et que les 2 bouts du tunnel se sont effondrés, et que par conséquent, le train est voué à l'asphyxie et à la mort lente. Et ainsi donc, cette obsession de la catastrophe liée à la machine, elle se trouve constamment, aussi bien chez Jules Verne que chez Zola. Par conséquent, il y a là quelque chose qui doit nous faire réfléchir sur la façon dont l'objet technique est représenté dans la littérature au XIXe siècle. Mais on pourrait prolonger au XXe, ça ce serait une autre occasion. Et en apparence, il y a 2 camps opposés vis-à-vis de la technique au XIXe siècle. Il y a ce qu'on pourrait appeler les sectateurs, les turiféraires, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui sont les partisans du progrès scientifique et technique. Zola, par exemple, Jules Verne aussi, Victor Hugo, bien sûr, mais d'autres aussi, mais qui n'ont pas tellement parlé de la technique, je pense à Michelet, je pense à George Sand. Il y a donc le camp qu'on pourrait appeler le camp des optimistes. Et puis, il y a le camp des adversaires. Villiers de l'Isle-Adam est de cela. Il est très opposé à la science et aux savants. Mais Flaubert, le comte de Lille, Baudelaire n'a pas parlé de machine, mais il a théorisé la modernité, et la modernité qu'il théorise est très différente de ce qu'on pourrait appeler la modernité technique. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler les oppositions apparentes. Mais en profondeur, on va retrouver, au fond, beaucoup d'analogies, et même, on pourrait dire, beaucoup de sympathie. En profondeur, l'attitude commune à tous les écrivains est beaucoup plus équivoque. C'est-à-dire que, d'une part, il y a une fascination indéniable. Cette fascination, on la voit très bien chez Villiers, lorsqu'il choisit Edison comme personnage principal de l'Ève future, il fait référence évidemment à tout un univers américain de progrès technique, d'invention, de machines, etc.
puisque Edison est, vous le savez, l'inventeur de multiples objets, à commencer par l'ampoule électrique, qui a révolutionné l'éclairage dans les maisons de l'époque. Donc, il y a une fascination indéniable. Mais cette fascination est immédiatement et chez tous couplée avec ce qu'on pourrait appeler une sorte de rejet instinctif. C'est très très frappant, par exemple chez Jules Verne. Jules Verne est en apparence poussé en cela par son éditeur Hetzel, qui est un partisan tout à fait déclaré du progrès. Jules Verne est en apparence l'écrivain qui développe une sorte d'éloge de la technique. On pense évidemment aux machines de Jules Verne, au Nautilus, à l'hélicoptère de Robur le Conquérant, à la machine extraordinaire hybride de Maître du Monde, qui est que Jules Verne appelle l'épouvante. Donc c'est tout un programme évidemment. Donc il y a cette fascination pour les grandes machines. Mais en même temps, chez Jules Verne, il y a constamment, et on le voit très bien, une inquiétude et une sorte de rejet profond. Si on prend par exemple le personnage de Robur le Conquérant, qui apparaît dans 2 romans. Dans le roman qui porte ce titre, Robur le Conquérant, en 1886, et dans un roman beaucoup plus tardif et beaucoup moins bon, qui s'appelle Maître du Monde, où Robur revient. Dans le premier roman, Robur est l'inventeur d'un hélicoptère magnifique qui fait le tour du monde, qui donc est une sorte de mécanique parfaite. Dans le deuxième roman, il revient comme une sorte de savant fou qui a fabriqué une machine qui est une machine terrifiante, qui est à la fois une automobile qui roule sur Terre à une vitesse formidable, qui écrase tout, qui est à la fois un navire, à la fois un sous-marin, et à la fois, comme les Jules Verne, comme on disait à l'époque, un appareil aviateur, c'est-à-dire donc une sorte d'avion. L'épouvante a des ailes qui se déploient et donc il peut prendre son vol. Mais dans Maître du Monde, Robur est devenu complètement fou et son appareil, donc l'épouvante, sera nécessairement détruit. Il sera foudroyé. Robur, dans son exaltation évidemment démente, jette l'épouvante dans un immense orage et la machine est foudroyée, elle tombe au-dessus des chutes du Niagara. Et par conséquent, donc, la machine sera détruite. Donc même chez les écrivains qui semblent en apparence partisans du progrès, partisans donc d'un développement technique, il y a cette angoisse. Et il y a ce châtiment en quelque sorte nécessaire de quelque chose qu'on pourrait appeler la démesure produite par une technique excessive. Chez Zola, on le voit de la même façon. Zola est un amoureux de la catastrophe. Si on prend par exemple, j'en ai parlé à propos de la bête humaine, on peut revenir à propos d'une machine métaphorique comme l'universel. Dans un roman qui s'appelle L'Argent, qui est un dernier roman des Rougon-Macquart, Saccard, qui est un personnage reparaissant, on avait vu déjà dans La Fortune des Rougon et dans La Curée, revient dans L'Argent et lance une énorme banque qui s'appelle l'Universel. Zola bâtit cela sur le krach de l'Union Générale, qui est une banque catholique qui a fait faillite dans les années 1880. Et Saccard lance une énorme mécanique, qui est cette banque qui monte, qui enfle, qui devient véritablement... Les actions de l'Universel dépassent tout ce qu'on peut imaginer, jusqu'au moment, évidemment, de l'effondrement et de l'écroulement. Toutes les machines sont vouées, chez Zola, à la catastrophe. Et par conséquent, le mythe qui se développe et qu'on voit se développer partout, aussi bien chez les partisans des progrès que chez les adversaires, ce mythe combine à la fois
une fascination indéniable et à la fois une angoisse profonde. La force de la machine se retourne en violence, la perfection se retourne en inhumanité, la beauté se retourne en monstruosité, on est dans l'ambiguïté pure. On ne peut pas échapper à cette sorte de fascination horrifiée. Et on la trouvera aussi bien chez Jules Verne que chez Zola. Donc si on veut revenir sur cette image de la machine dans le roman, on voit qu'elle est extrêmement riche, évidemment. On voit qu'elle est intéressante du point de vue déjà de la représentation réaliste, même si c'est quand même le volet secondaire de notre étude, mais quand même c'est intéressant de voir déjà comment les romanciers ont représenté la mine, la métallurgie, le chemin de fer. Mais c'est beaucoup plus intéressant, évidemment, de voir toutes les possibilités fantasmatiques que l'objet technique contenait en lui et que les écrivains ont développées. Si je résume, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve dans ce mythe une sorte d'animalité monstrueuse de la machine, liée encore une fois à la vapeur. On est au XIXe siècle, c'est le charbon, c'est la vapeur, et la machine à vapeur est une machine animalisée monstrueusement. On trouve l'érotisation destructrice, aussi bien dans le cas de la locomotive dans la bête humaine, que dans le cas de l'œuvre future de Villiers. C'est le même châtiment, au fond, de quelque chose qui est une machine érotisée qui n'a pas lieu d'être. Et puis on trouve l'agressivité meurtrière. Toute machine, et là encore, c'est l'image de la locomotive qui est derrière, toute machine écrase, toute machine détruit, toute machine est dévorante. Et par conséquent, il y a une négativité fondamentale de l'objet technique dans toutes les représentations qu'on voit au XIXe siècle. Toute machine est une machine qui détruit et une machine qui se détruit. Toute machine, je n'exagère qu'à peine, toute machine est une machine de mort. Alors, à ce moment-là, évidemment, et pour en finir, il faut bien distinguer ce qui relève d'un discours idéologique superficiel qui semble un éloge et ce qui appartient au mythe profond. Et on voit que ce qui reste, c'est une très profonde ambiguïté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, pour en terminer ? Ça veut dire que toute cette communauté d'admiration, de rêve, de crainte, d'obsession injustifiable rationnellement, toutes ces obsessions, elles aboutissent à créer une sorte de mix de contradictions insurmontables, irréconciliables, qui révèlent, au fond, historiquement, socialement, en même temps que imaginairement, l'impuissance d'une époque, de toute une époque, d'une culture, d'une société, à comprendre l'objet technique, à en donner une représentation juste, une représentation objective, pourrait-on dire simple, tranquille, à intégrer à son patrimoine de valeurs esthétiques, morales, métaphysiques, un objet qui apparaît comme radicalement nouveau, radicalement étranger, et par conséquent, redouté comme étranger et rejeté comme dangereux. Ce mythe, au fond, il est né de l'impuissance des hommes du XIXe siècle, et particulièrement des écrivains, qui sont en quelque sorte les porte-paroles de
leur époque et de leur société, de l'impuissance des hommes du XIXe siècle à concevoir clairement ce qu'on pourrait appeler la nature de l'objet technique et ses rapports avec la société et plus généralement avec l'humanité. On est dans quelque chose qui est, au fond, une sorte d'impuissance à la fois intellectuelle et fantasmatique, imaginaire. Mais si cette conception claire des rapports de l'objet technique et de l'humanité avait existé, il n'y aurait pas de mythe. Et s'il n'y avait pas de mythe, il n'y aurait pas eu cet exposé. Merci.